chaleur nocturne parfois en journée, une prise de poids, des cycles qui deviennent irréguliers, de l'irritabilité. Ces signes sont sûrement ceux de la ménopause, un changement physiologique qui intervient généralement entre 45 et 55 ans et qui concerne 400 000 femmes chaque année. Quels sont les traitements limitant les effets de la ménopause? Sont-ils sans risque? Quelle incidence la ménopause a-t-elle sur la vie sexuelle? Pour en parler, le docteur Caroline Desnos-Peyer, qui est gynécologue cancérologue à l'hôpital privé nord-parisien à Sarcelles, près de Paris. Bonjour. 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 Et puis pour témoigner avec nous, Véronique Contura-Malsagne. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour. Avant qu'on ne vous retrouve, Fabien va nous faire un petit rappel, bien sûr. Alors, vous voyez ici l'appareil génital féminin. On va s'intéresser aux ovaires qui sont de chaque côté. Et dès la puberté, les ovaires vont fabriquer ce qu'on appelle les ovules lors de l'ovulation et des ovocytes qui vont être régulièrement expulsés vers l'utérus. Et la sécrétion aussi d'œstrogènes et de progestérone vont favoriser la préparation de l'utérus dans le cas d'une éventuelle fécondation. Mais quand celle-ci n'a pas lieu, les cellules de la muqueuse utérine se détériorent et sont évacuées, et ce sont les règles. Et le problème, c'est qu'avec l'âge, eh bien, les ovaires vont sécréter moins d'hormones sexuelles. Les cycles vont devenir de plus en plus irréguliers. Vers l'âge de 50, 52 ans, il n'y a plus du tout d'ovulation, les règles s'arrêtent et les symptômes de la ménopause, là, apparaissent. Donc on nous demande à quoi sont dues les bouffées de chaleur. C'est vraiment cet arrêt de la sécrétion hormonale ? Oui, c'est ça. L'arrêt des règles n'est qu'une des conséquences, des nombreuses conséquences que représente cette période de la vie qu'est la ménopause. Et les bouffées de chaleur sont un symptôme parfois peu gênant, parfois extrêmement invalidant en fonction de chaque femme, vécu de manière parfois très différente et souvent difficile à endiguer. C'est un vrai problème pour bon nombre de mes congénères et patientes. Alors, qu'appelle-t-on la périménopause? Alors, il y a la préménopause, la préménopause. Aujourd'hui, parce que ça a beaucoup. C'est des termes génériques qui ne veulent rien dire. La préménopause, c'est avant, la ménopause, c'est après, et la périménopause, c'est pendant. Alors, pendant, ça peut durer 8 jours, ça peut durer 4 ans. Tout est extrêmement différent d'une patiente à l'autre. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure. C'est des cycles qui commencent à être irréguliers, c'est des signes qui apparaissent, mais c'est pas... C'est rarement un effet on-off, la ménopause. C'est souvent des irrégularités, des cafouillages, et puis ça reprend, et puis ça s'arrête à nouveau. C'est très variable à chaque fois. Donc c'est difficile par conséquent de s'adapter parce qu'on ne peut pas prédire le fonctionnement ovarien dans le trimestre qui va arriver ou dans l'année suivante. C'est très variable. Véronique, vous avez aujourd'hui 57 ans. Quand est-ce que les signes ont commencé? C'était quoi les premiers signes? Les signes ont commencé il y a à peu près 5 ans. Les premiers signes, ça a été d'abord des absences de règles. Voilà, donc je savais que j'étais pas enceinte. Voilà. Et puis la prise de poids et les bouffées de chaleur. Mais surtout les bouffées de chaleur la nuit. Très gênante? Ah oui, je finissais sous la douche. D'accord. Et il y avait un souci, c'est que comme vous souffrez d'une maladie de base d'eau, qui est une maladie de la thyroïde, un dysfonctionnement de la thyroïde, c'était plus compliqué de pouvoir vous traiter immédiatement, c'est ça? Oui, c'est ça. Mon endocrino qui me suit pour ma maladie de base d'eau, qui me l'a stabilisée, m'a dit, le jour où vous serez pré-ménopausée ou ménopausée, il faudra refaire un bilan complet de tout pour voir où vous en êtes et il ne faudra pas faire n'importe quoi dans les traitements par rapport à ne pas redéclencher l'hyperthyroïdie que j'avais. D'accord, on va revenir à vous pour voir comment vous avez été traitée. Valérie nous dit qu'elle vit les signes de la ménopause difficilement, ça monte direct en bouffée. Quand cela va-t-il finir? J'ai 53 ans. Le problème, ce que vous expliquiez bien, c'est que
tant qu'on n'est pas en ménopause totale, on ne peut pas traiter ou on peut déjà traiter avant une ménopause totale? Alors c'est toujours difficile. Enfin, d'abord, tout dépend des traitements qu'on va préconiser. Il y a une foultitude de traitements. Certains sont tout à fait conseillables dans cette période de on, de off, de ça fonctionne pas sans danger. Par contre, débuter un traitement hormonal chez une patiente qui n'est pas en ménopause avérée, et là, est quelque chose à éviter parce qu'on risque de surenchérir dans les difficultés. Mais après Valérie qui dit, donc a priori elle est déjà en ménopause, à part le traitement hormonal, il y a vraiment des traitements efficaces contre les bouffées de chaleur? Alors, les bouffées de chaleur, en dehors du traitement hormonal, on peut proposer tout ce qui est phytoœstrogène, encore à discuter en fonction des antécédents du contexte de la patiente, soja, sauge, etc. Selon si elle n'a jamais eu évidemment de cancer du sein ou d'autres cancers hormonodépendants. Ou de lésions précancéreuses du sein, auquel cas, même dans ces cas-là, on contre-indique les phytoœstrogènes. Après, ça va être des changements de mode de vie, des adaptations, éventuellement l'homéopathie. Certaines patientes ont une certaine sensibilité au traitement homéopathique. L'acupuncture, il y avait un petit reportage sur la sophrologie, l'activité physique, ça c'est clair. L'activité physique aide à diminuer les bouffées de chaleur, mais c'est parfois très très difficile. C'est ce qu'on va voir, vous nous faites des transitions parfaites, il n'y a rien à dire. Exactement, puisque la prise d'un traitement hormonal substitutif permet de réduire les symptômes gênants de la ménopause, mais toutes les femmes ne peuvent pas en prendre. C'est le cas de Florence, qui a été soignée pour un cancer du sein hormonodépendant. Et l'activité physique peut aider dans certains cas. Florence, elle, a trouvé du répit grâce à la sophrologie et au yoga. Céline Morel, Véronique Bourgin et Héloïse Mallet l'ont rencontrée. En 2011, Florence apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Pour se soigner, elle enchaîne des traitements lourds. Des traitements qui provoquent une ménopause précoce. À seulement 39 ans, les symptômes sont intenses, son sommeil est perturbé de sueur nocturne. Ça se manifestait par à peu près 5 réveils par heure, complètement en nage, à tel point qu'il fallait que je me change plusieurs fois dans la nuit. Je devais changer des fois même les draps, tellement c'était trempé. Au bout d'un moment, j'ai mis des serviettes pour éviter d'avoir à changer les draps systématiquement. Donc à ce niveau-là, c'était vraiment très très fort. Donc ça a un vrai impact sur sa qualité de vie, ça a un impact sur son émotivité également, puisque le fait de ne pas avoir un sommeil récupérateur, c'est difficile à gérer. La journée au travail, ou lorsqu'elle sort avec des amis, les bouffées de chaleur surviennent sans prévenir. Alors Florence doit mettre en place des stratégies. Du matin au soir, Florence utilise un accessoire dont elle ne peut plus se passer. L'éventail, l'outil indispensable quand on a des bouffées de chaleur. Donc je dois avoir une collection d'une quinzaine d'éventails aujourd'hui, dont certains en très mauvais état parce que l'utilisation a été plus qu'intensive ces dernières années. À cause de son cancer hormonodépendant, Florence n'est pas autorisée à prendre les traitements habituellement prescrits pour la ménopause. Alors il y a 3 ans, elle se tourne vers la pratique de la sophrologie, de la méditation et du yoga. Le cours commence par quelques exercices de respiration et d'étirement. Sur l'inspire, on va lever les bras devant soi, jusqu'au-dessus de la tête. Donc le regard s'arrête vers le haut. Et puis expire, les bras s'abaissent. Alors cet exercice, il va servir à la fois de faire un grand étirement pour la colonne et en même temps, il va permettre de faire des respirations profondes parce qu'on a la poitrine qui s'ouvre, on a la poitrine dégagée. En étant consciente du souffle, on va provoquer une grande oxygénation du corps, régénération d'oxygène dans le corps parce qu'on prend des respirations profondes. Donc on va faire la tortue. On va essayer de glisser les mains à plat comme ça sous les chevilles. Et puis, on va essayer d'avancer le plus possible les bras, voilà, pour ensuite complètement relâcher la tête et les épaules. Pendant 1 heure, les exercices s'enchaînent. Plus ou moins actifs, le principal ici, c'est de lâcher prise. La ménopause, ça peut provoquer pas mal de perturbations, on va dire psychologiques, mentales. Donc, les exercices de respiration sont très très bons pour essayer de calmer ces perturbations-là.
Et puis on va avoir aussi un certain recul aussi par rapport à sa situation, par rapport à ce qui nous arrive. Les tracas qu'on peut avoir au quotidien, etc., après une séance comme celle-là, s'envolent. On est vraiment dans un effet de bien-être, de relaxation totale. Il y a ce sentiment-là de tranquillité intérieure. Florence s'est aussi mise à la course à pied et fait attention à son alimentation. Une nouvelle hygiène de vie qui a fortement atténué les symptômes de sa ménopause. Alors Véronique, au début, donc, vous n'étiez pas traitée, hein, et du coup, vous aussi, vous faisiez beaucoup de sport? Alors, beaucoup de sport, c'est un bien grand mot. Surtout, je faisais des treks en montagne avec mon mari. On a fait le GR10, par exemple, dans les Pyrénées, qui est une sacrée belle aventure. Voilà, donc, et j'ai commencé à avoir des soucis de souffle, le poids, du coup, et de problèmes articulaires, puisque je rentrais en préménopause, je suppose, à l'époque. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, on vous a proposé le traitement hormonal? Alors, au vu, oui, de tout un tas de symptômes qui se sont proposés, oui, on m'a proposé un traitement hormonal. J'étais pas très... Parce que voilà, je suis quand même une fan de votre émission. Oui. Je regarde pas mal de reportages sur la ménopause, la préménopause. Et il y a eu une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais il y a eu une époque où c'était un peu quand même les hormones, oui, mais on ne savait pas trop. À cette époque-là, on disait déjà, nous, que c'était des études qui avaient été faites chez des Américaines qui montraient un surrisque de cancer du sein et que ce n'était pas tout à fait superposable aux Françaises. On a toujours été rassurants. Hein. C'est ça, oui, tout à fait. C'est vrai. Donc, ma gynécologue m'a conseillé certaine littérature pour que je fasse, moi, mon propre choix. Et donc, avec son avis éclairé, donc j'ai choisi un traitement hormonal qui, pour moi, je l'ai trouvé trop contraignant. Voilà, par rapport aux résultats obtenus. On a cette question de Janine qui dit « J'ai 67 ans, est-ce qu'il est dangereux de prendre un traitement substitutif œstrogène et progestérone depuis 12 ans ?» On va parler de la durée, mais c'est vrai qu'à une époque, on a beaucoup critiqué, on s'est beaucoup inquiété de ces hormones. C'était des études qui étaient menées chez les Américaines, souvent obèses ou hypertendues, pas tout à fait superposables avec ce qui est proposé aux Françaises. Alors, ça, c'est une première chose. En fait, tout a changé. Il y a eu un cut-off en 2003. Avant 2003, énormément de Françaises étaient sous traitement hormonal substitutif. Comme je dis à mes patientes, avant 2003, si vous n'étiez pas sous traitement hormonal substitutif, c'était un peu une godiche. Et après 2003, le fait de prendre un traitement hormonal substitutif relevait de la tentative de suicide. Donc, les études de l'époque ont été reprises. On s'est rendu compte que dans ces études, on avait inclus des patientes en ménopause depuis de nombreuses années et qu'on leur avait proposé un traitement hormonal substitutif, non pas au moment de la mise en place de la ménopause, mais 10 ans après. Et là, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire, aussi bien sur le plan du risque du cancer du sein que sur le plan cardiovasculaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien décrit maintenant. Le traitement hormonal substitutif ne se conçoit que en post-ménopause immédiat, pas sur des années et des années et des années de 10 ans, 15 ans, 20 ans de traitement hormonal substitutif. On n'est pas fait pour être exposé aux œstrogènes pendant tant d'années, mais probablement pour passer ce cap difficile de la ménopause progressivement à dose dégressive en modifiant certains aspects de la vie, de l'alimentation, de l'activité physique. C'est comme ça qu'il faut le concevoir. Voilà. Et donc Janine qui dit qu'elle en prend depuis 12 ans, c'est vraiment à réévaluer avec son médecin. Oui, ça commence à faire long, là. Ça commence à faire... normalement au bout de 3 ans, 5 ans, mais vraiment, on évite de prescrire souvent au-delà de 5 ans. Moi, en fonction du contexte, là encore, du bénéfice obtenu, c'est vrai que certaines patientes sont accros. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore quelques-unes à leur traitement hormonal substitutif. Donc je pense plutôt que d'être brutal, il faut intensifier la surveillance mammaire, quitte à faire des examens annuels et non plus tous les 2 ans, et diminuer les doses progressivement pour ne pas être brutal dans l'arrêt du traitement. Christelle nous dit, est-ce que le spotting peut être un signe de préménopause ? Donc c'est des saignements irréguliers, c'est des petits saignements Alors oui, les spottings, c'est des saignements un petit peu n'importe quand, qu'on ne peut pas trop prévoir. Tout dépend si actuellement,
elle a un traitement hormonal ou un stérilet, avec ou sans hormones. C'est un petit peu difficile d'expliquer les choses comme ça. Ceci étant dit, il est vrai qu'au moment de la ménopause, on voit des troubles des règles. Ça peut être parfois sous forme d'hémorragie importante ou de règles qui s'arrêtent, de règles qui diminuent. Tout peut, des règles qui s'allongent, des règles qui raccourcissent, on peut absolument tout voir. Reste une chose importante, c'est que dans ces modifications du cycle, il y a une chose qui est anormale, c'est avoir des règles avec des caillots. Des règles, voilà. S'il y a des caillots, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faut faire une échographie, voir s'il n'y a pas un fibrome qui a poussé, un polype, quelque chose. Ça, c'est vraiment une chose simple, plutôt que la régularité. Et on a parlé juste des cancers hormonodépendants comme contre-indication ou lésions précancéreuses comme contre-indication au traitement hormonal. Il y en a d'autres ou pas, les contre-indications ? En termes, pour ce qui concerne le cancer du sein, tous les cancers du sein, hormonodépendants ou non hormonodépendants, sont des contre-indications au traitement hormonal substitutif de la ménopause et voire même aux phytoœstrogènes. Pourquoi être si sévère alors que c'est une période difficile pour ces patientes ? C'est parce que bien souvent, dans les tumeurs, on a plusieurs contingents tumoraux, plusieurs clones de cellules et on ne peut pas prendre le risque de nourrir un clone cellulaire même s'il est minoritaire. Marie-Christine nous demande comment remédier à une sécheresse vulvaire extrême lorsqu'on ne peut prendre aucune hormone. On voit un reportage ? Oui. Plusieurs années après la ménopause, la muqueuse utérine s'affine et se déshydrate et peut devenir douloureuse au moindre frottement, notamment lors des rapports sexuels. 30% des femmes seraient concernées. C'est un chiffre sous-estimé car les femmes n'osent pas en parler. Alors parfois, les ovules et les crèmes ne suffisent pas à régler ce souci. Des injections d'acide hyaluronique sont alors possibles. Farah Kessri et Mathieu Crescio ont suivi la consultation de Nicole. Comment vous vous sentez ? Un peu mieux ? Beaucoup mieux ? Je me sens un petit peu mieux, j'ai un peu plus d'espoir. Ah. Mais j'ai toujours les douleurs, mais bon. Vous avez toujours ça. Et vous avez, c'est une sensation de sécheresse et de brûlure ou quoi ? Ou une sensation de démangeaison ? Non, plutôt brûlure. Plutôt brûlure. Nicole est ménopausée depuis une dizaine d'années. Toute sa vie, elle a eu une sexualité épanouie. Mais il y a 4 ans, lors d'un rapport avec son partenaire, une douleur la transperce au plus profond de son intimité. Une douleur qui ne la quitte pas depuis. Je souffre vraiment de sécheresse vaginale importante et lors des rapports, je souffre énormément. Vous vous souvenez de ce que je vous avais raconté sur l'anatomie ? Ce qui fait mal, c'est à la fois un peu le vagin, mais c'est surtout cette zone qui est là qu'on appelle le vestibule, qui n'est pas très grande, hein, ça fait 1,5 cm à peu près de profondeur. Et c'est cette zone qui crie la douleur chez la femme souvent. S'il y a un rapport en position classique avec des mouvements de glissement à ce niveau, eh bien, ce n'est pas du tout une sensation agréable. Et surtout, la dame, elle a mal pendant 2-3 heures, parfois 2-3 jours après le rapport. Et donc, on comprend très bien que la femme évite le rapport. Pour tenter de sortir du cercle vicieux de la douleur, un traitement complémentaire est possible. Des injections d'acide hyaluronique. Le traitement qu'on va faire, on va traiter la muqueuse vaginale qui est à l'intérieur, qui n'est pas ce qui est le plus douloureux. D'ailleurs, vous l'aviez noté, ce qui vous avait fait mal, c'était surtout cette zone en surface. C'est là, et on va injecter ici. D'accord ? L'acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans la peau et les muqueuses. Sa capacité à retenir l'eau peut donc améliorer l'hydratation du vagin. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, vous allez sentir la petite piqûre de départ. Hein. Ça, je ne peux pas l'éviter. L'anesthésie locale agit, c'est au tour de l'acide hyaluronique d'être injecté. Et là, je fais toutes les injections de la zone sous-vaginale et de la zone sous-vestibulaire. Alors j'appuie avec le doigt, c'est pour faire diffuser un petit peu le produit. Hein. Je vous ai pas fait mal là ? Non, avec l'anesthésie, c'est bon. Non, écoutez. Voilà, c'est terminé, madame. Ça a été quelques petits moments désagréables de picotement. Ça a été. J'aimerais vraiment retrouver une vie à peu près normale, quoi. Sans cette gêne, sans ces douleurs, sans cette sécheresse. Nicole doit revoir son médecin dans 6 à 8 semaines afin d'évaluer l'action du traitement.
Voilà, merci beaucoup à Nicole pour témoigner de ce problème qui concerne de nombreuses femmes. On comprend bien que ça puisse perturber la libido, ce problème, et on nous demande, est-ce que de manière plus générale, la baisse de libido est automatique avec l'arrivée de la ménopause et est-ce qu'on peut la prévenir ? Alors pour revenir un tout petit peu sur le reportage, je pense qu'il y a déjà aussi des pathologies de la vulve, de la ménopause, qu'il faut diagnostiquer avant de se jeter sur l'acide hyaluronique. Et des choses comme exactement. ça. Je pense en particulier au lichen scléro-atrophique, qui est une maladie relativement fréquente de la femme ménopausée, qui a un traitement spécifique, simple, efficace, et sur lequel qui est très pourvoyeur de dyspareunie. Qui est pris en charge par des dermatologues ou des gynécologues ? Soit l'un, soit l'autre. D'accord. Okay. Le tout, c'est de connaître la pathologie. Et il faut s'en occuper parce que ça peut devenir une pathologie précancéreuse. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis aussi, là encore, le traitement hormonal local qui marche très bien. Ovules, par exemple, par ovule, par crème, par ce que vous voulez. Bon, c'est sûr qu'il faut l'entretenir et qui permet un confort vraiment satisfaisant. Là encore, se pose le problème des patientes avec antécédents de cancer hormonodépendant. Ça, c'était pour... Largement, est-ce que la baisse de libido est automatique ? Alors, c'est un phénomène physiologique à la ménopause, avec l'arrêt du fonctionnement hormonal ovarien, puisque certes, les oestrogènes diminuent, la progestérone diminue, mais la testostérone, le peu de testostérone qu'on sécrète, qui est ce qui nous permet d'avoir une libido, diminue également. C'est vrai que le traitement hormonal substitutif est assez décevant par rapport à ce problème de libido. Il ne va pas forcément améliorer la libido. Il y aurait un médicament qui améliorerait la libido, c'est la tibolone, qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, qui a à peu près les mêmes contre-indications que le traitement hormonal substitutif, mais qui aurait un effet peut-être plus efficace sur cette diminution de la libido, qui est aussi souvent plurifactorielle. Il ne s'agit pas plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à cette période de la vie. Véronique, vous avez donc pris un traitement hormonal que vous n'avez pas supporté, donc il a été arrêté. Je ne vais évidemment pas rentrer dans votre intimité, mais est-ce que vous avez ressenti, par exemple, cette baisse de libido, ces difficultés voilà, ces choses quand même qui sont difficiles à vivre et quand vous n'aviez pas ce traitement? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. La baisse de libido, les sécheresses, les irritations. Voilà, sans rentrer dans les détails. Non, bien sûr, oui, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, vous vivez comment sans traitement? Comment vous allez? Alors, je vais bien. Parce que, comme on a montré dans votre reportage d'avant, je me suis mis à faire du tai chi, qui me fait énormément de bien. J'ai entrepris à une époque du yoga, qui m'a aussi fait beaucoup de bien. Parce que je suis quelqu'un quand même d'hyper agité. Ça vous apaise? Donc ça m'a posé, voilà, beaucoup. Oui. J'ai revu aussi mon alimentation. Enfin, tout ça réuni fait que je vis sans traitement. D'accord. Sauf que j'ai toujours ces bouffées de chaleur. Ah, vous avez toujours, d'accord. Comme la dame du reportage, j'ai des éventails tout le temps dans mon sac, partout dans la maison. Et voilà. Alors ça fait une élégance, moi je l'ai tourné comme ça. C'est un peu élégant, on sort son éventail, voilà, c'était très chic. Hein, ça fait un peu les courtisanes du 17e. Et voilà. Et autrement, au jour d'aujourd'hui, donc, je vis sans traitement, je ne veux pas recommencer. D'accord. Je vais bientôt voir une nouvelle gynécologue puisque la mienne a cessé son activité. Peut-être qu'elle a des solutions. Et après, au niveau de tout ce qui est sécheresse, on fait avec des gels locaux et voilà. Et voilà. Merci beaucoup Véronique pour votre témoignage. Merci. Juste très vite, on entend bien qu'il faut à la ménopause modifier l'alimentation, l'activité physique, que c'est quelque chose d'assez incontournable. C'est incontournable. Avoir une alimentation moins industrielle, moins sucrée, avec des oméga 3, des choses comme ça, des légumes, des fruits. Voilà, une vie saine. Alors sinon, pour avoir une lueur d'espoir sur les bouffées de chaleur, on aura peut-être bientôt un traitement spécifique non hormonal des bouffées de chaleur, avec les inhibiteurs des neurorécepteurs, des neurokinines B. Il commence à y avoir des études en phase 3, donc pas de commercialisation avant 5-6 ans si tout va bien. Ça va donner de l'espoir quand même à mais beaucoup de femmes. Un petit espoir...
Merci. pour ces femmes. Merci beaucoup d'être venu. Toujours à propos de la ménopause, ne ratez pas le documentaire Ménopausée que France 2 consacre au sujet mardi 19 à 23h15 dans la collection Infrarouge. Quelques petites annonces. Demain, Allo Docteur, on répondra à toutes vos questions sur les antalgiques, aussi bien le Doliprane que l'ibuprofène et autres anti-inflammatoires qui ont été contestés avec le Covid. On en parlera. Et puis ce soir, donc, on vous rappelle France 2, Michel Simès, 20h50 sur le déconfinement. Et je serai sur France 5 avec Le Monde en face, consacré à l'effondrement de notre monde prédit par beaucoup. Et là, qui s'active un petit peu avec la crise. Donc, on parlera collapsologie, on parlera survivalisme et écoactivisme. Voilà. Et puis on se retrouve bien sûr demain et je vous retrouve mardi. Avec grand plaisir, à la semaine prochaine. Bon après-midi, à tout à l'heure, au revoir.